Bonsoir Gabriel et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, merci, c'est un plaisir. Donc toi tu es porte-parole du PS. Donc aujourd'hui on a vu que l'Europe elle était au cœur des débats avec cette crise sanitaire. On a vu de vieux débats ressurgir notamment entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Pourquoi la solidarité qui devrait être la norme, elle est impossible ou elle a tant de mal à se mettre en place? Hem, la solidarité devrait être, la norme effectivement pour des raisons, de projets européens, pour des raisons politiques, mais aussi, pour des raisons, économiques. Parce qu'aujourd'hui, ce à quoi on est en train d'assister, c'est à un appauvrissement encore, plus poussé des pays d'Europe du Sud, qui sont à la fois, les plus touchés par le virus, parce que ce sont aussi des pays qui se développent d'abord, par le tourisme, qui reçoivent beaucoup de personnes, en transit et qui aujourd'hui, sont aussi les plus affectés, dans leur économie du fait que ces secteurs sont durement frappés par la période de confinement. En parallèle, ce sont des pays aussi, comme tu le sais, qui ont beaucoup pâti de la dernière crise financière et crise des dettes souveraines, puisqu'ils se sont vus imposer des mesures d'austérité qui ont fait très très mal à leur économie et à la société de manière générale, puisque dans des pays comme l'Espagne, la Grèce, on est encore à des taux de chômage des jeunes qui frôlent les 30%. Donc ce sont des pays qui ne sont même pas encore sortis de cette période difficile, même si l'économie est repartie, et qui aujourd'hui donc, doivent faire face à des dépenses évidemment de santé extrêmement importantes, qui vont avoir besoin de renforcer leurs services publics, qui vont avoir besoin de relancer leur économie évidemment, et qui sont déjà à des niveaux d'endettement public très très élevés. Ça, c'est la situation du Sud. En parallèle, on a des États du Nord qui ont une situation, au moins facialement, des finances publiques qui paraît plus saine. En réalité, ce qui se passe, c'est que ce sont ces pays-là, donc l'Allemagne, les Pays-Bas, mais aussi les pays du Nord, qui profitent le plus de la zone monétaire. Et pourquoi? Parce qu'ils exportent leurs produits qui sont achetés par qui? En partie, en grande partie, notamment par les pays du Sud, ou alors qui profitent du marché unique pour pouvoir délocaliser une partie de la chaîne de production dans ces pays du Sud. Donc, par exemple, en Allemagne, l'arrêt de l'économie de l'Italie du Nord, c'est un gros problème économique. Donc, en fait, on a une situation d'interdépendance poussée et cette absence de solidarité risque à terme de faire éclater la zone euro, parce qu'on ne voit pas comment ces pays du Sud, qui sont déjà durement touchés, accepteraient de nouvelles mesures d'austérité qui serait qui serait la condition à des nouveaux prêts. Donc moi, la proposition que j'ai poussée, notamment dans Le Monde le mois dernier, c'était celle des eurobonds, qui n'est pas une nouvelle proposition, mais qui aujourd'hui apparaît quasiment inévitable. Moi, ma conviction, c'est donc les eurobonds, c'est l'idée d'emprunter en commun, de mutualiser les nouvelles dettes donc, au niveau de l'Union européenne. L'intérêt principal, c'est que ça permettrait d'emprunter à un taux réduit, parce qu'aujourd'hui, quand un État veut se financer, il va sur les marchés financiers et en fonction du risque évalué par les investisseurs, on lui demande plus ou moins de taux d'intérêt. Et l'intérêt d'emprunter en commun, ce serait qu'en fait, des pays qui vont être jugés moins solides, entre guillemets, vont bénéficier de la crédibilité de pays comme l'Allemagne. Voilà. Mais encore une fois, là, on est dans une situation où politiquement le clivage s'est creusé avec des discours vraiment stupéfiants et absolument scandaleux, notamment de la part du Premier ministre des Pays-Bas, avec cette fameuse rhétorique des cigales qui dépenseraient trop au sud contre les fourmis vertueuses au nord. Mais comme je viens de l'expliquer, c'est pas du tout ça, parce qu'on est dans une situation d'interdépendance poussée. Et si les États du Nord s'en sortent bien, c'est aussi au détriment de l'économie des États du Sud. Donc là, pour le moment, la politique monétaire permet que les dettes publiques, les taux d'intérêt sur les dettes publiques n'explosent pas, même si ça a commencé à remonter en Italie. Mais à terme, si pour X ou Y raison, cette politique monétaire ne durait pas, alors bien sûr, la Banque Centrale Européenne dit que ça va durer aussi longtemps que ça doit, parce qu'il faut aussi envoyer des signaux positifs, mais ultimement, aujourd'hui, c'est cette politique monétaire-là qui permet que les taux n'augmentent pas trop. Mais il va falloir à un moment ou à un autre une solution budgétaire. Et moi, ma conviction, c'est qu'en fait,
avant que la zone euro explose, les États du Nord céderont sur la question des eurobonds, parce qu'ils ont trop intérêt au maintien du marché unique. Économiquement, j'entends, hein. Ce ne sera pas pour des raisons de solidarité, ce ne sera pas par charité, ce sera parce que économiquement, ils y auront intérêt. Et on a vu que le débat en Allemagne, notamment, a beaucoup évolué avec des hommes et des femmes politiques de la CDU, donc le parti d'Angela Merkel, qui s'est prononcé pour les eurobonds, un certain nombre d'industriels aussi, pour des raisons économiques évidentes. Donc, comme tu l'as rappelé, on voit qu'il y a une solidarité qui est difficile à mettre en place. Au-delà de ce qu'on voit aujourd'hui au travers de la crise sanitaire qui met en lumière les fractures de l'Europe, ça doit être quoi l'Europe de demain pour éviter qu'on retombe dans les travers, même si cette crise sanitaire n'était pas prévisible certainement, mais qu'est-ce qu'on doit construire comme Europe de demain pour répondre aux enjeux qui se posent à nous, aussi bien en termes environnementaux, de solidarité, d'économie? Mmh. Il va falloir déjà résoudre ce premier problème de la zone euro qui est complètement bancale, avec en fait des États qui s'enrichissent, d'autres qui ont plutôt tendance à s'appauvrir. Il faut savoir, par exemple, je vais citer un autre chiffre, mais que depuis la mise en place de la monnaie unique, la production industrielle en Allemagne a augmenté de 16%, elle a baissé de 2% en France et elle a baissé de 17% en Italie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut bien dire qu'on a une forme de concentration de l'industrie dans le cœur de la zone euro. Et l'industrie, c'est quoi? C'est aussi des corps de métier qui sont mieux rémunérés que les services. Ça veut dire aussi des impôts qui rentrent, donc des finances publiques qui se tiennent mieux. Et donc, on va devoir régler cette question-là en fait, quel intérêt a chaque État de rester au sein de l'Union monétaire. Et pour ça, il va nécessairement falloir trouver donc, des solutions de solidarité pour pouvoir aider les États qui sont dans des situations difficiles, voire catastrophiques, à se relever et qui y trouvent leur intérêt, à rester dans cette zone euro. Donc ça, c'est la première question. Ensuite, ça va être nécessairement, je pense, j'espère, une Europe, c'est ce que je souhaite, de services publics renforcés, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, la logique austéritaire a été une des principales raisons des difficultés dans lesquelles on s'est trouvé ces derniers mois, avec une logique comptable qui a été appliquée dans les hôpitaux et qui, évidemment, ne permet pas du tout de faire face à une crise sanitaire qui pourrait se reproduire. C'est aussi parce que la logique qu'on a vue se développer en France au moment de la logique, disons que les phénomènes qui nous a exposés à la figure au moment de la crise des Gilets jaunes, c'est aussi un phénomène d'inégalité territoriale très fort. Le lien avec les services publics est évident, puisque éloignement des services publics, notamment des services publics de transport, je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, va nécessiter de prendre la voiture, donc de parcourir de nombreux kilomètres, donc d'être particulièrement exposé à la hausse des prix de l'essence. Et donc, ces inégalités territoriales-là, elles se posent aussi à l'échelle européenne. Elles se posent à l'intérieur des États, mais elles se posent de la même manière au niveau de l'Union européenne, avec un appauvrissement de la périphérie de l'Union européenne et plutôt un enrichissement du cœur de l'Europe. Donc un sujet que les États membres ensemble, mais aussi à l'intérieur de chaque État, auront à régler, c'est cette question des inégalités territoriales qui sont en train d'augmenter très fortement et qui pose une question économique, mais aussi une question politique évidente avec la montée des populismes dans un certain nombre de pays. À mon avis, là où on a une opportunité, c'est parce que le débat est relancé sur la question des relocalisations et de la souveraineté économique de l'Union européenne. Et je pense que si on s'engage sur certaines relocalisations, alors le secteur auquel on pense immédiatement, c'est la santé, avec la question de la production des masques, la production des tests, évidemment des respirateurs. On peut penser aussi à la défense, on peut penser pourquoi pas au secteur agroalimentaire. S'il y a un certain nombre de relocalisations qui ont lieu, je pense que c'est une occasion de repenser aussi l'aménagement du territoire et ces relocalisations, elles ne devront pas se faire d'abord dans les zones métropolitaines denses, parce que ça va aussi poser des problèmes sociaux, de prix du logement et d'éloignement pour un certain nombre de travailleurs qui devront venir dans cette zone, mais qui ne pourront pas se loger à proximité. Donc je pense que c'est une opportunité aussi de repenser l'aménagement du territoire. Et puis ensuite, enfin, bien sûr, il y aurait énormément de sujets, mais
un sujet essentiel qu'on doit aborder, c'est la question de la transition écologique. La première mesure à prendre serait, à mon avis, de conditionner les aides d'État qui seront faites aux entreprises pour repartir, parce que ça paraît assez aberrant de continuer à faire ce qui vient d'être fait par le gouvernement, donc accorder 20 milliards d'euros d'aide à des grandes entreprises sans aucune conditionnalité ni sociale ni environnementale. Là, il faut bien voir que les aides publiques, c'est un levier pour avoir un impact sur les entreprises pour qu'elles s'engagent dans cette transition-là. Parce qu'un certain nombre d'entreprises n'ont pas nécessairement l'intérêt pécunier, économique, de s'engager immédiatement sur cette transition. Et donc moi, je travaille sur ces sujets-là dans le secteur financier. Et ce sur quoi on est en train de travailler, c'est des obligations de publication d'informations des grandes banques et des grands assureurs qui devront donc publier régulièrement l'impact néfaste de leurs activités d'investissement. Donc, par exemple, impact carbone, par exemple, impact sur la biodiversité, ce sera une information qui sera publique, accessible aux citoyens, accessible aux ONG, et ils devront aussi expliciter les mesures qu'ils prendront pour diminuer cet impact néfaste-là. Et je pense que si d'aventure le secteur financier, mais aussi tous les secteurs tous les autres secteurs économiques devaient recevoir de l'aide publique, il faudra nécessairement regarder ces informations-là et conditionner cette aide à une amélioration de l'empreinte environnementale et sociale. On sait que la question environnementale, tu viens de rappeler, elle est très importante. Pourtant, elle est peu présente dans le discours d'Emmanuel Macron. Il y a un rapport des Amis de la Terre qui est sorti la semaine dernière qui dit que des grands groupes financiers ont investi quasiment 25 milliards d'euros dans des hydrocarbures de schiste. Et notamment, la Palme d'Or, ça revient à la Société Générale avec quasiment 10 milliards d'euros. Est-ce qu'aujourd'hui, la planète, elle peut réellement être sauvée avec les choix qu'on est en train de prendre? Parce qu'on est en train de reconstruire les solutions d'hier pour le monde de demain. C'est plutôt inquiétant. Oui, bien sûr. Donc, évidemment, non. S'il y a une priorité, c'est la sortie des énergies fossiles. Tu parles du secteur financier. Donc, moi, que je connais bien, ce qui me frappe, c'est qu'on concentre beaucoup les débats sur le vert, sur les produits verts, donc sur les investissements, par exemple, dans l'éolien, par exemple, dans les panneaux solaires. Et ça se fait un peu au détriment du débat sur la sortie des énergies fossiles, qui est en fait le sujet clé. Comme tu viens de le rappeler, il y a encore des milliards et des milliards d'investissements qui sont chaque année dans ces secteurs-là. Donc c'est une absurdité à la fois écologique, puisqu'on sait qu'aujourd'hui 80% des gaz à effet de serre proviennent de la combustion d'énergie fossile. C'est aussi pour ces établissements une forme d'absurdité économique, parce qu'en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que de toute façon, la société fossile a vocation à décroître et à disparaître du fait des limites naturelles qui existent à l'exploitation de ces énergies-là. Et donc, une fois qu'on sera arrivé à la fin du pétrole, à la fin, les prix de ces énergies et les prix des actifs qui sont constitués par les investissements dans ces énergies vont fortement chuter. Et donc, en fait, continuer quand on est dans le secteur financier à investir massivement là-dedans, c'est aussi prendre un risque de voir ces investissements à un moment ou à un autre perdre beaucoup de valeur. Donc là, on a un lien à faire et il y a un espoir puisqu'on peut réussir à lier l'intérêt, on va dire, économique de l'entreprise et l'intérêt général. Le problème, c'est qu'on n'est sur pas la même échelle de temps. C'est-à-dire qu'il faudrait agir très, très, très vite à court terme pour enrayer en fait, l'accélération du réchauffement climatique. Mais pour autant, pour le moment, les entreprises, et notamment financières, ne voient pas encore le risque se matérialiser à court terme. Et donc, on a un petit peu du mal à faire cette bascule-là. Et c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas d'autre choix que d'avoir des contraintes publiques qui soient prises sur des motifs écologiques d'abord, et pas seulement en lien avec l'intérêt économique des entreprises en question. Et je parlais de l'éolien, je parlais des investissements dans les éoliennes et dans les panneaux solaires. Le sujet qu'il faut aussi bien voir, puisqu'on parlait de souveraineté économique, c'est quelle retombée en emploi ça va avoir pour notre territoire, en Europe mais aussi en France. Il faut voir qu'aujourd'hui, la majorité des panneaux solaires, ils sont produits en Chine. Donc, en fait, investir là-dedans, ça peut facialement donner l'impression qu'on fait du vert et qu'on favorise la transition écologique. En réalité, c'est aussi beaucoup d'importations
de production qui se font à l'extérieur et qui ne créent pas d'emplois sur notre territoire. Donc, ce vers quoi il faut qu'on réussisse à aller, c'est une forme de sobriété énergétique, diminuer notre consommation d'énergie fossile et essayer aussi de moins en moins de dépendre de l'étranger. Il y a une question qui anime beaucoup le monde politique français depuis des années, mais particulièrement depuis des semaines, c'est la question du rassemblement des forces progressistes, de la gauche et des écologistes. Tu as signé la semaine dernière une tribune qui s'appelle Convention pour un nouveau monde. Est-ce que le rassemblement de ces forces-là, c'est la condition sine qua non pour construire un monde d'après qui soit vivable et, j'ai envie de dire, utile pour tous et qui place l'intérêt général au cœur des priorités? Ah oui, pour moi, c'est la condition sine qua non. C'est sans doute pas une condition suffisante parce que derrière, il va falloir évidemment euh, avoir, enfin, comment dire, la tribune ne constitue pas un programme finalisé. Évidemment, on voit bien qu'il y a de nombreuses convergences à gauche ces dernières semaines, ces derniers mois. On voit aussi que quand la gauche est ensemble, elle est plus forte et elle peut gagner des élections, notamment les municipales. C'est vrai que c'était quand même la bonne nouvelle de ce premier tour qui se passait dans un contexte un peu particulier et sanitaire très compliqué. Mais sur le front des résultats, dont on n'a pas beaucoup parlé du coup, il faut voir que là où la gauche était unie, et on a vu que dans un certain nombre de villes, les rassemblements se sont faits derrière un parti et puis dans l'autre ville derrière une autre. On a une tête de liste ELV à Lorient derrière qui le PS s'est mis sans trop de problèmes. Dans d'autres villes, ça a été derrière une ou un RPS, puisqu'on a encore des femmes maires de grandes villes PS et qui agissent dans le cadre du Rassemblement de la gauche et qui ont fait vraiment de beaux scores lors de ces élections. Donc oui, évidemment, c'est un moyen de gagner, c'est un moyen de construire en commun. Et si on veut éviter en 2022 le duel, qui est plutôt un duo d'ailleurs, Macron-Le Pen, puisqu'ils se renforcent mutuellement, on devra nécessairement réussir une forme d'union. Oui. Mais merci pour nous avoir accordé ces moments et en espérant que la gauche arrive à se rassembler pour créer les conditions de la victoire un peu partout. Mais oui, espérons, on croise les doigts.